Donc on retrouve Philippe, pour terminer cet après-midi, Philippe Théier, donc qui est toujours enseignant-chercheur à Sciences Po Grenoble, toujours maître de conférences en sciences politiques et responsable d'un master, direction de projet culturel. Je vous signale, dans le dernier numéro de la revue Nectar, Philippe a contribué à créer un article sur la sauvegarde du secteur culturel. Est-ce que ça peut tenir lieu de politique? C'est très intéressant à lire. Et puis, Philippe, vous vous intéressez également à la décentralisation culturelle et au projet culturel de territoire auquel vous avez consacré un ouvrage avec Emmanuel Négrier. Comment mettre en œuvre un projet culturel de territoire? Vous êtes aussi par ailleurs fondateur et actuel président de Shabada. Ça fait pas très sérieux, mais c'est l'association qui gère la SMAC d'Angers. En tant que grand témoin de cette journée, vous allez nous livrer votre éclairage, votre avis sur ce que vous avez entendu ce matin et puis dans les laboratoires d'idées. Et puis on se dit qu'on... Vous avez quoi, trois quarts d'heure à peu près? Ok, merci. Bah, écoutez, effectivement, alors on reprend le vouvoiement, donc comme vous l'avez dit, il y a eu ce papier dans Nectar, qui est un papier produit pendant le premier confinement avec, bien sûr, une histoire des réflexions qui sont dedans, mais aussi des interrogations liées à la crise que nous vivions. Et il me paraît aujourd'hui aussi assez intéressant d'avoir des occasions de rencontre avec les milieux culturels professionnels comme aujourd'hui pour voir où vous en êtes de vos réflexions, de vos situations. Enfin, on connaît les dimensions parfois dramatiques, en tout cas très difficiles, présentes et peut-être même aussi à venir. Et du coup, donc, confronter ces analyses sur les politiques culturelles faites dans le confinement et la solitude avec ce que vous pouvez débattre, comme dans des journées comme aujourd'hui, ça me paraît donc très, très utile. Ça peut nourrir, conduire à des inflexions, des changements, des reformulations de choses. Enfin, j'en avais donc assez besoin. Donc, merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, moi j'ai été frappé ce matin par le très fort contraste qu'il y a eu entre les deux intervenants en visio. D'ailleurs, je signale que après Xavier, après Emmanuel et après moi-même, ça fait donc 3 hommes experts sur ces questions. Demain, donc Christian Ruby sera là aussi. Alors, je ne sais pas si il y aura 2 femmes, d'accord. Bon, on ne sera pas tout à fait à la parité, mais c'est vrai que c'est une question que je repose régulièrement. Connaissant bien les difficultés que ça peut présenter, mais aussi tout l'intérêt qu'il y a à utiliser des points de vue situés dans des expériences différentes. Et je pense que même sur ces questions qui peuvent paraître un peu théoriques ou scientifiques, il y a besoin aussi de multiplier et de diversifier les points de vue et les expériences d'où nous parlons tous et toutes. Donc ce matin, j'ai trouvé qu'il y avait un fort contraste entre ces deux approches, celle de l'économiste Xavier Dupuy, donc, qui est très, en tant qu'économiste, très quantitatif, avec des chiffres, des tableaux, des courbes, etc., qui a donc rappelé plusieurs choses, notamment que les difficultés n'ont pas commencé qu'avec la crise actuelle, crise sanitaire, mais elles étaient antérieures. Il a bien souligné, je crois, ce mécanisme de double peine, au fond, où d'un côté, il faut accroître des recettes propres, c'est une injonction qui est souvent faite, et en même temps, il faut accroître des activités qui ne produisent pas de recettes, ce qui a du coup une incidence sur la billetterie, mais avec des limites de ce que les spectateurs et spectatrices peuvent payer. Je crois qu'il a aussi assez souvent, ou à plusieurs reprises en tout cas, évoqué l'âge d'or des années 80, 90, donc d'un ministère plus doté, de collectivités territoriales qui dépensaient de plus en plus. Cette période, donc aujourd'hui, on vit encore une phase un peu d'exception avec un soutien financier qui a été apporté au secteur culturel face à la crise sanitaire. Mais la question qu'il posait, c'est que est-ce qu'après cette crise, on va encore disposer d'un engagement financier assez important pour, comme on le disait, de nouvelles marges, si on veut inventer autre chose et ne pas continuer à reproduire
ce qui a été mis à l'examen dans l'après-midi et qui paraît, dans bien des cas, à rediscuter ou à redébattre, mais sans pour autant se retirer, supprimer l'engagement financier des collectivités territoriales. Et donc, bon, un discours très, très, très chiffré, très quantitatif, comme on l'a dit. J'ai senti assez peu de rebond en fait après. Enfin, on a été un peu tous et toutes écrasés par ces données, mais il n'y a pas eu de véritable rebond, ce qui n'a pas été le cas, me semble-t-il, après l'intervention d'Emmanuel Vallon, qui s'est placé sur un registre, alors lui, beaucoup plus sensible, avec bien sûr des points qui vous ont marqué de l'expérience artistique et du travail des artistes, qui a aussi souligné un certain nombre de difficultés dans lesquelles la commande publique place aujourd'hui des équipes artistiques autour des questions d'essaimage, de dispersion, de travail de terrain avec des populations, etc., avec les risques qu'on a dit de segmentation de population. Mais je me suis du coup interrogé après l'intervention de Xavier, est-ce qu'on peut aller voir et reprendre contact et il y a un dialogue politique avec des responsables politiques en leur parlant du vertige, en leur parlant de ce qui n'est pas captable, en parlant de lieu de vie, en évoquant juste cette expression-là. Pour l'avoir déjà expérimenté, ça n'a pas toujours beaucoup d'effet. Et au fond, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à envisager de quantifier ce genre de choses, enfin, et comment est-ce qu'on pourrait quantifier le vertige, etc. Mais bon, j'ai senti que cette partie de la matinée, vous avez beaucoup plus nourri et que vous en étiez plus emparé en tant qu'artiste peut-être ou programmateur et programmatrice, et qu'elle vous avait donc donné plus d'éléments de réflexion. Alors maintenant, pour évoquer ce qui a suivi dans l'après-midi, dont je précise que je ne fais pas de synthèse de tous les ateliers, de tous les laboratoires que vous avez animés. J'en ai vu quelques-uns partiellement, mais je ne les ai pas vus intégralement. Et donc, ça ne va pas être une synthèse globale, c'est plus une réflexion d'ensemble. Et pour essayer de mettre un petit peu en ordre ce que j'avais à vous dire, dans ces cas-là, on cherche toujours un plan, on cherche une idée qui pourrait mettre un peu d'ordre dans ce que l'on a à dire. Et je me suis rappelé du livre récent que j'ai lu d'une ex-collègue autrice qui est Noémie Lefebvre, qui publie aux éditions Verticales et qui vient de sortir un livre assez étonnant dans sa forme et dans son fond, bien sûr, qui rassemble deux textes, l'un intitulé Parle, qui figure donc sur la couverture, mais il y a un second texte intitulé Tais-toi, et deux textes qui sont sur deux registres très, très différents. Le premier, Parle, est dans une forme dialoguée, avec des tirets à la ligne et des phrases assez courtes qui se répondent ou pas, se suivent peut-être ou pas. On ne sait pas combien qui parle, on ne sait pas combien il y a de locuteurs ici, mais donc c'est une forme de ce type-là. Et puis l'autre texte, donc Tais-toi, est un texte qui a une forme quasi académique, quasi universitaire, avec des notes de bas de page, et qui est en fait le commentaire que fait l'autrice, donc Noémie Lefebvre, de Parle, qui est donc le premier texte qui commence le livre. Et les deux textes sont en plus un peu dans des logiques d'inversion, puisque l'injonction Parle va pour quelqu'un qui ne formule qu'une seule phrase et qui ensuite, après, doit entendre au fond des questions, des commentaires, des injonctions, des demandes qui viennent d'autres personnes. Mais en tout cas, le sujet qui doit parler ne parle pas finalement. Et dans Tais-toi, Tais-toi, c'est l'autrice, donc Noémie Lefebvre, qui parle de son œuvre. Donc du coup, elle parle beaucoup, elle ne se tait pas en fait, mais elle fait quelque chose qui est un peu une transgression, puisqu'on ne fait pas ça habituellement. On ne voit pas de livre dont la deuxième partie serait le commentaire par l'auteur ou l'autrice, en l'occurrence ici, de la première partie. Enfin, ça n'existe pas. C'est une chose qui est un peu transgressif. Et donc j'ai repris ça, alors vous avez trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux peut-être, mais j'ai repris ça pour simplement dire dans une première partie ce que j'ai entendu chez vous, qui me paraît, comme dans Parle, être un discours pratiquement sans sujet. C'est-à-dire que j'ai au fond entendu des choses qui circulent dans les milieux culturels depuis longtemps, et ce n'est pas un reproche. Ça veut dire que ces questions-là sont toujours posées et qu'on n'y répond pas.
Et donc elles restent toujours là, présentes, ou en tout cas elles sont maltraitées. Et d'ailleurs ce matin, j'entendais au moment où on a fait les préparations des ateliers, que souvent on employait la formule re-questionner, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de questionner, mais il s'agit de recommencer à questionner quelque chose. Donc ça montre bien qu'on a affaire à des propos, des inquiétudes, des thèmes qui sont toujours là, récurrents, sur lesquels on revient. Donc je vais essayer de les présenter. Et puis après, dans ma partie tais-toi, alors ça sera pour moi, ça sera une injonction à moi, mais je ne me tairai pas, je dirai quelque chose. Du coup, c'est ce qui n'a pas été vraiment dit, ce que je vais oser dire devant vous, qui peut-être ne correspond pas à ce que vous avez pu dire spontanément, puisque ce que vous avez dit se figure dans la première partie. Bon, j'espère que c'est clair mon propos. Voilà. Bien, alors ce qui m'a paru donc, dans la partie parle, être effectivement de l'ordre d'un discours un peu sans sujet, c'est le rapport aux politiques, et pratiquement on pourrait dire au personnel politique, qui est un rapport qui passe par les politiques publiques. Au fond, ce sont les politiques publiques ou les actions qui vous concernent, qui sont le point sur lequel se fait le rapport aux politiques. Et bien sûr, ces politiques publiques, ces dispositifs, comme on l'a dit, ces découpages de services, d'administration, ces ce multiniveau entre le niveau communal et le niveau régional, étatique, etc. Tout ça n'a pas un fonctionnement optimal, vous paraît poser problème et pose effectivement des difficultés concrètes que vous rencontrez, dont vous avez témoigné ici, et il faudrait adapter ces politiques publiques. Mais on se place dans un rapport aux politiques, hein, sur l'action, c'est-à-dire les politiques publiques et celles qui vous concernent le plus directement. Il y a bien sûr un propos, alors ce matin il y a eu des débats à ce sujet, qui là encore se retrouvent beaucoup sur la valeur et sur la question notamment de la reconnaissance de vos activités comme essentielles, hein. Bon, ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'on a beaucoup entendu. Alors ce matin je lisais, même si on n'a pas utilisé le terme essentiel, que les boutiques de vente de jeux vidéo ont obtenu une dérogation après que les disquaires l'aient obtenu, après que les libraires l'aient obtenu. Alors on n'a pas dit que c'était essentiel, mais pratiquement les argumentaires consistaient à dire, eh bien, en cas de confinement, si les gens jouent beaucoup aux jeux vidéo, il faut qu'ils puissent sortir acheter des jeux vidéo. Donc ça n'est pas affirmé comme essentiel, mais on voit bien comment quand on tire le fil et que beaucoup de choses rentrent dans la catégorie, on finit par ouvrir ici une porte et puis tout le monde s'y engouffre assez rapidement. En tout cas, ce qui, moi, me paraît être très, très, très clair, c'est que, bien sûr, pour des professionnels de la culture, ces activités sont essentielles. Et elles sont essentielles parce que, bien sûr, c'est ce à quoi vous engagez votre vie et ce qui importe dans votre vie. Et c'est bien sûr essentiel pour vous, pour en tirer des moyens de vie et de survie. Et ce n'est pas toujours assuré dans les conditions actuelles. Donc se nourrir, se loger, etc. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut pouvoir assurer. Et ça rend ces activités essentielles. Alors la question, bien sûr, est de savoir si c'est essentiel pour d'autres, pour les autres. Et là, le débat a déjà ce matin été ouvert, puisqu'il y avait quelques doutes ou interrogations, ou la question, c'est comment rendre ça essentiel aussi aux yeux des autres. Mais j'imagine que dans le sport, enfin, ce matin, on parlait des questions de santé, que la culture, c'est bon pour la santé, le sport, c'est bon pour la santé aussi. Enfin, il y a des tas de choses qui sont bonnes pour la santé. Comment est-ce qu'on arrive à convaincre? Est-ce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut se battre? En tout cas, voilà, on l'a entendu, ça a été un élément des discours. Bien sûr, on a entendu beaucoup de choses sur les fragilités économiques que vous éprouvez, alors plus ou moins directement, de façon variée, mais ça apparaît. Et ce qui me frappe, c'est que maintenant, on sait, on a repéré depuis assez longtemps que les politiques publiques de la culture ont pratiquement créé deux classes sociales, enfin même si c'est schématique de dire ça, mais il y a une classe des bénéficiaires à l'abri de ces politiques dont les situations sont assez peu soumises à aléas. Et puis il y a une classe beaucoup moins protégée, beaucoup moins bénéficiaire, pratiquement même des lésés, de ceux qui n'ont pas droit à, qui n'ont pas accès à des tas de choses. Et c'est une telle inégalité dans les milieux culturels que ça ne peut que provoquer un certain nombre de discours pour retrouver de la justice, de l'égalité, partager les bénéfices, mieux partager les bénéfices et éviter qu'il y ait autant de lésés qui pourtant n'ont pas démérité, etc., etc.
Autre élément bon, aussi fréquent, c'est l'approche des populations en termes de public, le fait de désigner des populations par les publics. Alors c'était une question d'un atelier notamment, c'était dans les questions d'un atelier. Alors c'est vrai que ça fait ici référence à une conception qui a une longue histoire, hein, notamment depuis l'évocation même des noms publics en 68 à Villeurbanne. Mais cette façon de concevoir les populations par rapport à vos activités, elle est fréquente, donc elle est peut-être habituelle, peut-être que finalement ce n'est pas un terme que vous défendriez, mais il est là, on l'entend encore beaucoup, et peut-être qu'il faut réfléchir donc à ce sujet et envisager de se déplacer, de changer de terminologie, mais j'y reviendrai un petit peu après. On a parlé aussi beaucoup d'artistes et d'artistique, c'est-à-dire que, et là je suis à la limite de tais-toi, en fait, de ce que je ne devrais peut-être pas dire, mais il faut rappeler quand même que les politiques culturelles sont devenues progressivement des politiques de distribution de moyens, de ressources pour des équipes artistiques ou des projets artistiques ou la formation artistique. Que c'est ça qui domine, c'est un petit peu ce qui est dans le papier que j'ai fait pour Nectar aujourd'hui. Ça a été constaté depuis déjà une trentaine d'années, on l'a bien identifié. Ça n'a pas toujours été à l'origine de ces politiques publiques qui avaient un autre sens, un sens beaucoup plus politique de changement de société, de changement social ou d'accompagnement des changements de société. Et donc la réflexion aussi, comme pour les publics, devrait peut-être porter sur la question de la centralité des enjeux artistiques ou des artistes, bien sûr, mais aujourd'hui, dans l'Assemblée que vous avez réunie, c'était assez légitime. On a parlé enfin des territoires. Des territoires, alors c'est un thème qu'effectivement on a souvent abordé avec Emmanuel Desgriers, Alain Faure et d'autres, et de la territorialisation, qui est une façon de concevoir par rapport où cet équipement a été envisagé dans le cadre de la politique de Malraux, des maisons de la culture, où au fond on avait la même catégorie d'équipements, les mêmes missions qui étaient comme ça définies et qu'on envisageait de traduire dans des équipements sur tous les territoires, donc sans différence entre les uns et les autres, alors que bien sûr il y en a des différences quand même entre ces équipements, mais relativement limitées. Aujourd'hui, ce qui apparaît avec le terme territoire, c'est qu'on fait référence à des différences, justement, des différences territoriales, différences de ressources, différences sociales, démographiques, différences d'enjeux pour ces territoires, différences d'acteurs politiques, d'acteurs culturels présents ici. Et donc, c'est une façon de montrer qu'il n'y a pas une politique, mais des politiques territoriales, avec l'obligation aussi de peser ce qui doit être envisagé dans une logique de standardisation, au fond, enfin de dire, eh bien, on va essayer d'apporter ici ce qui manque par rapport à d'autres territoires, donc on les remet à niveau, et en même temps aussi de penser ce qui fait singularité, génie propre à un territoire en fonction de ses ressources, de son histoire, etc. Mais dans les territoires, il y a un autre aspect qui a été un peu plus abordé dans les débats, c'est l'aspect de la transversalité. C'est-à-dire que la question qui est posée est moins la question du secteur culturel dans un territoire que la question du territoire lui-même, de son développement, son avenir, de ce qui est un défi pour lui, de l'avenir qu'on lui souhaite ou de l'avenir qu'on veut éviter pour ce territoire s'il connaît des difficultés. Et au fond, donc, c'est quand on met des politiques publiques, culturelles notamment, au service du développement d'un territoire. Et là, on a un autre enjeu de construction, de fabrique du territoire auquel les milieux culturels peuvent contribuer. Et c'est un peu l'aspect qu'on trouve dans les projets culturels de territoire auxquels on a consacré un ouvrage, comme vous l'avez rappelé, enfin je l'avais rappelé et suggéré de le rappeler aujourd'hui. Bien, donc c'est une question qui apparaît aujourd'hui, mais qui a été peu évoquée, c'est-à-dire que je n'ai pas entendu beaucoup ce genre de choses, alors qu'effectivement, un projet culturel de territoire, je sais que les DRAC qui sont assez attentives, notamment les départements, en tout cas certains le sont beaucoup, ça permet peut-être de poser à plat toutes ces questions qu'on a abordées et de fixer un cadre d'action pour les traiter de façon participative et en posant toutes les questions que j'ai rapidement évoquées ici. Bien, alors maintenant, je passe à la partie tais-toi. Donc, tais-toi, c'est pour moi, c'est ce que je devrais me dire de ne pas prendre la parole maintenant, mais je suis là pour ça, donc je vais le faire. Alors, je pense il m'a semblé quand même qu'il y avait besoin parfois d'une forme de... Vous le dites, si je suis donneur de leçons, hein,
tu me diras pour l'instant. D'accord. Il y a besoin peut-être d'actualiser des conceptions, ou des façons de penser, ou des termes même. Alors, on a vu, par exemple, le débat ressurgir entre culturel, socioculturel, professionnel, amateur, etc., qui est un débat, effectivement, qui a existé, qui a une longue histoire, qui a marqué la vie culturelle de notre pays, qui ne se rencontre pas forcément ailleurs. Quand on traverse les frontières, on n'a pas ces problèmes-là. Et qui pèse encore beaucoup. Hein, quand on parle justement de la situation culturelle d'un territoire, on va trouver ses frontières et ses limites. Mais il me semble que Xavier, je crois, l'a évoqué, et puis non, c'était Emmanuel qui l'a évoqué ce matin. Donc les références au droit culturel dans la loi NOTRe et la loi LCAP donc 2015 et 2016, et même dans la loi qui a créé le Centre national de la musique, cette référence au droit culturel, elle invite au fond à repenser complètement ces catégories. Parce que dans les droits culturels, finalement, on a une façon de faire se rejoindre ces deux courants qui sont tous les deux issus de l'éducation populaire, qui ont donné d'un côté le socioculturel tel qu'on le connaît à peu près en France, et qui a donné aussi l'action culturelle ou les politiques culturelles, mais qui se sont séparés et qui maintenant ne cessent de vivre leurs différences avec douleur. Alors, le droit culturel, je ne vais pas faire ici un long exposé, mais je pense que ça invite effectivement à repenser toutes ces questions dans de nouveaux termes. Alors, ce qui est, il y a quatre éléments, je vais citer rapidement pour que ce soit à peu près clair. Ce qui me paraît essentiel dans ce que cette approche peut apporter, même si je ne crois pas que la loi l'impose. Hein. Enfin, la loi l'a proclamé, la référence au droit culturel, mais avant que la loi soit traduite dans des faits concrètement, ça prend généralement beaucoup plus de temps. Mais ce que ça peut apporter, c'est d'une part qu'il y a une forme de centralisation des questions sur les personnes, et donc là, du coup, pas sur les publics, sur les relations entre les personnes. C'est ça qui est au cœur de cette préoccupation, et qu'on se décentre d'une sacralisation de l'œuvre ou d'un pouvoir qui est prêté aux œuvres d'avoir des effets sur des publics, justement. Donc là, on est plutôt sur les relations en personne, ce sont des droits des personnes, les droits culturels. D'autre part, ça inscrit ces questions dans les droits fondamentaux, ce sont des droits de l'homme, des droits humains, et donc ce ne sont plus des questions qui relèvent de la volonté politique de telle ou telle collectivité territoriale ou tels élus, mais ce sont des droits fondamentaux dont les pouvoirs publics ont à assurer le respect. Donc ça ancre là profondément ces questions de politique culturelle, et ça évite peut-être les aléas qu'elles peuvent connaître. Il y a ensuite un élément essentiel qui est que l'enjeu de ces droits culturels, quand ils sont mis en œuvre, c'est de donner des capacités à ces personnes, donc de leur donner du pouvoir, de renforcer leur puissance, au fond, d'être et donc d'agir dans la société. Et ce n'est pas simplement l'accès aux œuvres. Hein. Donc on est sur autre chose. Ce n'est pas simplement d'être public rassemblé devant des œuvres, mais que l'on en tire des capacités parce qu'on est reconnu, parce qu'on a des références nouvelles, parce qu'on peut parler, parce qu'on peut s'exprimer, on peut échanger. Donc tout ça sont des choses plus valorisées dans cette approche. Et puis c'est une approche transsectorielle, pratiquement pour le dire comme ça. Ça veut dire qu'au fond, les droits culturels, on peut les trouver dans beaucoup de politiques publiques, pas simplement les politiques culturelles, les politiques d'éducation, les politiques de santé, les politiques sociales, les politiques d'égalité femmes-hommes, les politiques de transition, etc., où on a des enjeux culturels qui apparaissent, et on n'est pas dans une logique sectorielle, en fait. On n'est pas en train de découper un secteur d'intervention. Voilà, alors je pense qu'ici que l'enjeu de ces droits culturels sera aussi de vous permettre de sortir de ces questions sans fin, culture, socioculture, etc., et de vous dire au fond que ce à quoi vous travaillez, c'est la capacité à donner à des personnes la capacité d'être reconnus dans leur singularité et de pouvoir exister dans un corps social comme citoyens et citoyennes avec des droits et avec des capacités à influer sur leur environnement, sur la conduite de leur vie, etc.
je le dis ça en termes très abstraits, mais ce n'est pas forcément aussi abstrait que ça. On trouve des choses très, très concrètes. On dit souvent qu'il y a une difficulté à les cerner, ces droits culturels. C'est ce pourquoi l'ONU avait missionné une commission d'experts pendant une vingtaine d'années pour aboutir à la déclaration de Fribourg en 2007. Donc on arrête les débats sur c'est complexe, c'est difficile, et je pense que la déclaration de Fribourg peut être un bon levier. Alors pas simplement pour mettre par terre toutes les politiques que l'on connaît, mais pour voir dans quelle mesure ce qui a été fait peut permettre de contribuer au respect de ses droits et ce qu'il faudrait faire éventuellement pour aller un peu plus loin. Autre point, alors là c'est là où je cherche à peu près où sont mes notes dans mes gribouillis. Autre point que je voulais aborder maintenant dans la partie tais-toi, c'est qu'effectivement tout à l'heure j'ai pointé le fait que vous abordiez les questions politiques et le rapport aux politiques beaucoup par les politiques publiques à réformer, à transformer, à changer pour s'adapter à vos contraintes. Et effectivement, elles méritent de l'être et elles sont trop souvent figées et dans des carcans. Ce qui suppose d'ailleurs que vous ayez des capacités d'action politique. Alors c'est un problème qu'on a un petit peu envisagé à travers la question de la représentation. Quelqu'un a parlé de la logique de filière d'ailleurs, qui est une terminologie que les musiques actuelles ont beaucoup portée, avec des contrats de filière qu'on voit maintenant dans le domaine du livre, qu'on voit aussi apparaître un peu dans d'autres domaines comme les arts visuels. Et cette question de la logique de filière, ça veut dire que là, on s'assume comme un secteur à dimension économique. Donc là, effectivement, il y avait des pistes peut-être pour rebondir après l'intervention de Xavier Dupuis. Ça peut avoir de la pertinence. Dans le domaine des musiques actuelles, il y avait depuis longtemps un positionnement ambivalent entre le secteur privé et le secteur public. Le secteur privé non commercial ou comment dit-on, donc ou secteur privé commercial. Aujourd'hui, on sent bien que la question de la filière, elle se développe parce qu'il y a cette ambivalence d'origine pour les musiques actuelles. Est-ce que c'est votre cas aussi? Dans quelle mesure? On a parlé des richesses que vous produisez. Je pense qu'il faut effectivement, dans ce cas-là, le réaffirmer. On a parlé de la formation, etc. Ça pourrait être une thématique de logique de filière, mais encore faut-il qu'il y ait des représentants et des représentantes pour en parler et rentrer en négociation avec des collectivités territoriales, les services de la région et les services de l'État en l'occurrence. Mais je voulais aller un petit peu ailleurs. En vous invitant aussi à être en relation avec le politique, pas simplement sur les politiques publiques, mais aussi sur les enjeux politiques du moment. Je ne pense pas vous surprendre, vous apprendre quoi que ce soit, mais je pense que les enjeux politiques du moment sont assez sérieux, assez graves. Alors, ça a été dit, donc je viens de Sciences Po Grenoble, donc ce nid d'islamo-gauchistes, s'empoignant avec deux islamophobes, etc. C'est juste une occasion pour nous, parce que ça nous concerne directement, mais ce sont des choses étudiées, de voir à quel point l'espace public est dégradé. C'est-à-dire l'espace où nous dialoguons de choses publiques, qui maintenant est très ouvert, bien sûr, très ouvert avec les réseaux sociaux, les chaînes d'information continue, etc. Et au lieu d'être l'endroit, mais c'est ce que les théoriciens de l'école de Francfort avaient remarqué dans les années 30, au moment de la montée du fascisme, c'est-à-dire au lieu d'être le moment où on nourrit cet espace public de raison et on va vers le progrès, en fait, c'est un lieu de haine, de harcèlement, de violence, et donc qui dégrade complètement la qualité du débat public. Alors de même, des questions de vérité aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Dans quelle situation sommes-nous? Qu'est-ce que l'on vit? Alors on voit des mouvements féministes, mouvements LGBT, etc., qui sont des mouvements qui témoignent de choses, ou des mobilisations antiracistes qui témoignent de choses pour montrer qu'il y a un certain nombre de discriminations qui sont présentes ici, mais on a beaucoup de mal à administrer des preuves sur ces questions. En tout cas, les universitaires se font balayer sur ces questions alors que certains travaillent sur des sujets comme ça depuis fort longtemps. Et on n'entend pas tout ça, le politique n'entend pas, les médias n'entendent pas. Et donc, si on veut faire une démocratie dans laquelle on n'est pas capable d'avoir un accord sur la façon de produire des vérités, et en fonction de ces vérités, enquêter, nourrir, de fixer des règles pour la collectivité, on est mal parti.
Et donc la question que je me posais en vous écoutant, c'est au fond, même si on sait qu'il y a une histoire du théâtre politique, du théâtre citoyen, etc., est-ce que vous n'êtes pas en capacité de reprendre ces questions-là et de dire, ben, nous, avec nos outils, nos préoccupations, on peut parler de ça, on peut essayer aussi de contribuer à faire que l'espace public soit moins dégradé, on peut essayer de contribuer à faire apparaître des vérités qui doivent être prises en compte si on veut adopter des choix publics. Je pense que là, il y a un vrai espace. Et donc, ce n'est pas de rentrer dans la discussion des politiques publiques de la culture qui serait la piste que j'esquisse ici, mais celle de rentrer dans un débat plus politique et qui sorte un petit peu des débats sur la situation du secteur culturel. Alors, je sais bien que c'est un moment compliqué pour vous, que ça rajoute une tâche de plus, mais plutôt que de courir après des crédits fléchés sur des types de subventions. Je pense que là, il y a besoin de ça. Enfin, et vos outils, hein, l'histoire du théâtre est faite de grands textes sur des questions de violence, des questions de guerre, des questions de haine, de grands enjeux, de l'époque classique jusqu'à l'époque contemporaine. Nous sommes donc face à de grandes questions aujourd'hui de ce type, et vous pouvez les aborder sans pour autant être instrumentalisé dans une action d'éducation populaire dans un sens un peu péjoratif et cliché. Enfin, troisième, mais c'est pas très loin de cette question, c'est le troisième point ici où je pense que le débat n'a pas été suffisamment nourri, bien qu'il y ait eu un laboratoire, un atelier à ce sujet, c'est la question de la transition écologique. Alors c'est une question qui est quand même très grave, comme vous le savez. On fait plombant à tous, en fait, j'ai l'impression. Vous savez que la décennie qu'on a entamée est une décennie qui est quand même prévue pour être celle d'un début de dérèglement encore plus sérieux que ceux qu'on a déjà connus, et que jusqu'à 2050, ça ne va peut-être pas s'arranger. Donc on est face à des choses qui sont quand même très inquiétantes et qui nous mobilisent tous, alors, et toutes. Alors, tout à l'heure, on a remarqué dans l'atelier transition qu'il y avait essentiellement des femmes, où donc on avait ici une interrogation sur le fait que cette question n'est pas partagée par tous, justement. Mais la transition écologique, donc bien sûr, ça invite les milieux culturels à, comment on pourrait le dire, faire le ménage chez eux, c'est-à-dire viser une éco-responsabilité, au fond, hein, de faire en sorte qu'ils ne soient pas eux-mêmes des milieux qui consomment de l'énergie, qui ont des bilans carbone catastrophiques. Alors ça pose plein de questions, hein. On n'a pas tout évoqué, je crois, mais notamment les questions de mobilité artistique se posent, les questions de mobilité des publics se posent, enfin il y a plein de choses. Celle du numérique, enfin tout à l'heure je vais le réaborder, se pose aussi, etc. Mais je crois qu'il y a, au-delà de cette éco-responsabilité, il y a quand même deux points qu'on pourrait rajouter. Le premier, c'est notamment la faculté des milieux culturels, en particulier des milieux artistiques, à formuler des récits, à former des récits. Et je crois que c'est le The Shift Project, hein, qui est cette organisation qui actuellement fait un travail d'enquête sur la façon de décarboner l'économie française, et qui a un chapitre sur le secteur culturel, et qui montre assez bien que ce secteur a la capacité à produire des récits. Alors là encore, j'en reviens, hein, c'est comme tout à l'heure à propos de la politique, à ces récits qui peuvent être des occasions pour les personnes que vous pouvez rencontrer de prendre conscience de ce que l'on a du mal à percevoir. Hein. Comme on dit depuis longtemps, la maison brûle et on regarde ailleurs, c'est un peu le cas, on ne perçoit pas tout ça. Alors je le dis, parce que tout à l'heure, effectivement, vous avez évoqué la transition en toute fin des thèmes abordés, mais assez souvent, je me réveille la nuit en sueur en me disant, mais comment on a pu, dans ce bouquin sur les projets culturels de territoire, ne pas avoir un chapitre sur les projets culturels de territoire en transition? C'était il y a 3 ans, hein, qu'on a écrit ça. Alors, on n'a pas forcément beaucoup de terrain sur ces questions, c'est encore assez neuf, mais on n'y a même pas pensé à ce moment-là. Donc, ce qui montre bien qu'on a tous des formes d'impensés sur une situation qui est quand même extrêmement pressante aujourd'hui, et on sait bien que tous les jours, pratiquement, comptent en la matière.
Donc là, arriver à en parler, à faire donc des récits à ce sujet, ça me paraît être une cause importante. Et encore une fois, ce n'est pas une instrumentalisation pour un spectacle d'animation autour de l'écologie. C'est beaucoup plus grave et existentiel que ça. Et ça renvoie donc à un autre aspect, c'est que bien sûr les salles de spectacle, les équipements dont nous disposons, et la France est bien équipée, sont des lieux où on peut se rassembler pour voir des spectacles, mais aussi on peut se rassembler sur ces questions-là. Et on n'a pas tant d'espace que ça. Et donc, se rassembler. Alors, il y a eu des auteurs. Bon, je pense à Bruno Latour qui a fait des choses avec une metteur en scène qui a travaillé ses textes, etc. Mais on peut faire des choses aussi plus simples pour échanger, pour trouver les bonnes pratiques, se préparer, développer des compétences et utiliser ces lieux de rassemblement que sont les lieux culturels pour cette cause-là. Voilà, enfin, donc, je n'ai pas tout dit, mais je pense que l'essentiel était ici. Enfin, je voulais terminer sur deux points de conclusion. Deux points de conclusion. Le premier concerne le virage numérique. Alors, c'est un thème qui a été illustré par un atelier qui me paraît être une question enfin, assez fondamentale parce que c'est un défi sectoriel pour le secteur de la culture. Ça a été rappelé ce matin. Mais c'est aussi un défi global puisque ça transforme plein d'autres secteurs en même temps, avec des sources de richesse nouvelles, mais aussi avec l'effondrement de certaines activités. Ça a des impacts environnementaux. Hein. Tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué, mais les matériaux utilisés, et puis ce que coûte le streaming en bilan carbone, c'est quand même assez considérable. Et c'est aussi un défi anthropologique. Alors c'est un peu là-dessus que je voulais insister. Ça veut dire que par rapport aux enquêtes évoquées par Xavier Dupuis ce matin et Emmanuel Vallon, qui montrent effectivement que chez les jeunes générations, on a des groupes de plus en plus importants. Alors pas tous les jeunes, hein, bien sûr, mais un groupe de plus en plus important qui n'a de rapport aux activités culturelles que par le numérique. Et puis dans d'autres groupes, c'est partagé avec d'autres activités, mais on sent que ça monte et que c'est un phénomène qui va donc peut-être causer une rupture générationnelle. Mais on a ici quelque chose qui est plus ambivalent que cela et que je voudrais souligner et qui peut-être pourrait donner des perspectives. Alors notamment quand on situe les pratiques numériques les plus intenses du côté de la jeunesse, on a aussi une catégorie de la population qui est très amatrice des festivals. Et les festivals, donc Emmanuel Négrier a beaucoup travaillé dessus. Les rapports des publics au festival sont des choses assez intéressantes parce qu'on se rend compte que le rapport à l'offre artistique au festival n'est pas fondamental. Il y a beaucoup de papillonnage, enfin, on passe un peu de temps devant les scènes, mais pas tant que ça. Mais ce qui compte beaucoup, c'est l'expérience sociale ou la sociabilité propre à la vie de festival. Du coup, ça réinsère au fond l'expérience artistique dans une expérience de vie plus générale, amicale, familiale ou de rencontre avec des gens qu'on ne connaissait pas avant ces festivals. Et donc, il y a quelque chose ici qui me montre que même si on a affaire à des populations qui sont hyper consommatrices du numérique, il y a toujours un besoin de rencontres autres que par les médias numériques. Et c'est un peu d'ailleurs ce qu'on voit avec nos étudiants et étudiantes qui ont des besoins apparemment de retrouver du présentiel, comme on dit, même si le jour où on en fait, ils ne sont pas là parce que, bon, pour d'autres raisons, ils sont restés chez eux, mais qui ont besoin de revenir, non pas pour nos cours, parce que nos cours, ils peuvent les suivre en distanciel, c'est pas un problème, ça, ils y font très bien, mais pour rompre avec un isolement et pour retrouver des amis avant, après le cours, ou éventuellement pendant, parce qu'on peut discuter un petit peu, mais ce n'est pas forcément l'objet même de la réunion qui importe, c'est plutôt ce qu'il y a autour. Et c'est ça qui me paraît être intéressant quand on réfléchit aussi aux lieux de vie. C'est-à-dire les lieux de vie, c'est à la fois les lieux où on peut réunir et parler d'autre chose que des spectacles qu'on présente habituellement, mais c'est aussi lieux de vie parce que ce sont des endroits où on peut se rencontrer, on peut échanger. Donc c'est la logique des tiers-lieux qui a été aussi beaucoup évoquée depuis quelques années.
entre le domicile et entre le travail, des moments où on crée des liens, on crée des relations, on travaille ensemble, on fait des projets. Et ça, c'est effectivement un défi. Je pense que les lieux culturels qui ne deviendront pas des lieux de vie, qu'il va falloir préciser dans toutes leurs composantes, auront du mal à survivre à tout cela. Non pas parce que les jeunes resteront devant leurs écrans, mais parce qu'ils chercheront ailleurs des endroits pour rencontrer d'autres et avoir des relations sociales. Voilà, et pratiquement pour terminer, alors je ne sais même pas comment je vais le placer ça, mais juste parce que ça m'est venu en écoutant Emmanuel Vallon tout à l'heure qui parlait des vertiges produits. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, effectivement, comment est-ce qu'on peut demander une subvention en disant on va créer des vertiges au public, alors que pendant très longtemps, on disait qu'on allait éclairer, enfin, on allait faire prendre conscience, on allait éveiller, on allait former des citoyens, etc. Bon, le vertige, ça m'a paru un peu surprenant, mais en même temps, je pense qu'Emmanuel sait bien de quoi il parle, et c'est ce qu'on a tous connu parfois, des vertiges qui nous ont bouleversés. Alors, moi, j'ai un auteur de prédilection, c'est Hartmut Rosa, donc un héritier de l'école de Francfort, qui parle des résonances aussi. Et je trouve que c'est une belle question. Parce que, un peu paradoxal, parce qu'il dit que les résonances, enfin, les moments où on a, alors ça peut être avec un spectacle, une œuvre d'art, disons, ça peut être aussi avec une rencontre que l'on fait, avec un lieu qu'on visite. Il y a des moments qui nous ébranlent. Alors c'est peut-être un vertige comme ça, enfin, des moments où on est profondément transformé parce qu'on en a rencontré et vécu. Donc il parle de résonance à ce moment-là, et en disant bien que ça ne se produit pas tout le temps. C'est même assez imprévisible, et son travail était sur la disponibilité. C'est-à-dire on met des choses à disposition, on les rend disponibles en espérant que ça va provoquer une résonance, mais ça n'en provoque que très rarement. Alors on pourrait se dire que tout le reste, du coup, est inutile, puisqu'il y a très peu de résonance, mais en même temps, s'il n'y a pas ce choix multiple, il n'y aura pas de résonance non plus, et c'est imprévisible. Et donc là, il y a quelque chose qui me paraît assez riche et fécond. En tout cas, je pense qu'on peut utiliser ça, peut-être pas pour argumenter face à un élu, parce que je doute fort que résonance ait plus de succès que vertige, mais pour avoir entre nous une bonne discussion sur ce que l'on cherche à faire, sur les cas dans lesquels ça se produit et les cas dans lesquels ça ne se produit pas. Mais quand ça ne se produit pas, ce n'est pas pour autant inutile, parce qu'il peut se passer autre chose, et que s'il n'y avait pas tout ça, il n'y aurait pas des occasions de résonance. Voilà donc entre parle et tais-toi ce que j'avais à vous dire après cette journée. Merci beaucoup, Philippe. Ouais, je pense qu'il y a matière, ça ouvre plein de nouveaux débats. Moi, je vous remercie, enfin, je te remercie. Le vous, c'était pour faire un petit peu moins, un peu moins de connivence entre nous. En tout cas, merci beaucoup. Ce regard surplombant, moi, je note que tu nous invites à actualiser les notions et les combats, peut-être, et peut-être juste faire un pas de côté et à défendre à la fois sur le volet des droits culturels, sur la démocratie. Tu disais que les politiques culturelles étaient aujourd'hui des adjuvants de la démocratie. Et puis cette question essentielle du chantier de l'écologie, c'est les trois choses que je note, les trois grandes trames que je note de ton intervention. Je ne sais pas si ça suscite des questions ou des remarques dans le public, parce qu'on peut encore se donner ce temps-là, étant donné que nous avons la permission de 19 heures. Donc voilà, s'il y a des réactions dans la salle, elles sont les bienvenues. Tu as parlé, donc ils se taisent. Devrait être le moteur de l'ensemble des actions de la culture. C'est-à-dire que ce serait en partant de la question écologique qu'on déroule l'ensemble des problématiques qui correspondent à tout ce qu'on vient de discuter ce matin. Que ce soit l'action culturelle, que ce soit les territorialités, que ce soit tout en fait.
tout devrait être redessiné en fonction de ce chapeau-là, et que ce chapeau-là devrait être, à mon sens, celui qui dirige l'ensemble des comportements et de nos mécanismes de culture. Ça changerait l'esthétique. Ça changerait l'esthétique qu'Emmanuel Vallon discutait, parce que j'aime l'esthétique de l'écologie. Je trouve qu'elle apporte autre chose. Quand vous regardez une bibliothèque ou comment on appelle ça, une cuisine avec des gens qui font de l'écologie, avec leurs bocaux, tout, il n'y a pas un truc de plastique. Les conditionnements sont différents. Ça change totalement l'esthétique. Pardon ? Ça change totalement l'esthétique d'une cuisine. Et si on parle, comme Emmanuel Vallon, de l'esthétique de la culture aujourd'hui, je trouve que c'est pas la même, l'écologie. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, quoi ? Alors, oui, justement, j'ai l'impression qu'on est quand même tous extrêmement sages. Et il y a une notion qui est importante, Emmanuel Vallon l'a un petit peu abordée, mais aussi la notion de se défixer, d'arrêter de reproduire des schémas, d'inventer, de libérer les imaginaires, de construire d'autres modèles. Et je trouve qu'on est tous un petit peu timides quand même. Et que cette période, effectivement, dramatique, doit nous permettre, non pas de créer par nécessité, mais de justement défixer notre regard pour que l'expérience qu'on offrira au public soit différente. Et l'écologie en fait partie, bien évidemment. Oui, je voulais juste rappeler qu'il y a eu une époque où il y a eu un ministère de l'écologie et de la culture. Enfin, les deux étaient réunis, et c'était les premiers ministères d'écologie, en tout cas années 70. Je me demande si ce n'était pas Françoise Giroud qui était la secrétaire d'État à la culture et à l'écologie, enfin peu importe. Mais je trouve que la question aussi de la façon dont les individus transforment leur vie, y compris leur cuisine, est une question qui n'est pas sans intérêt. C'est-à-dire qu'il y a il y a effectivement de la créativité nécessaire. Il faut inventer d'autres façons de vivre. Et je crois que quand on parle de politique culturelle, c'est aussi parce que, on peut l'employer ici parce que culturellement, nos rapports à la nature, nos rapports aux ressources naturelles ne peuvent plus être à l'avenir ce qu'ils ont été auparavant. Donc il faut les changer. Et ça peut changer par des bocaux, par effectivement tout un tas de choses. Alors bien sûr, on ne fera pas une politique culturelle des bocaux de cuisine, mais c'est une trace de ces transformations de comportement qui sont ce qui résiste le plus aujourd'hui, ce qui a du mal à bouger, et ce que les milieux artistiques et culturels pourraient peut-être, pas seuls, mais avec d'autres, favoriser. D'une façon qui soit créative, inventive, pas comme une pub pour un ministère ou d'un ministère quelconque. Et effectivement, il faut inventer. Là, je pense que la situation d'aujourd'hui, elle est tendue parce qu'on est à la fois dans la sauvegarde du secteur et dans un moment où il faudra avoir des ressources d'invention. C'est un peu ça la tension quand même. Ce n'est pas tout à fait une question, c'est plus une remarque. Je voudrais vous remercier de nous avoir rappelé à une chose un petit peu essentielle et qui a été très peu présente aujourd'hui dans nos échanges, à savoir le contenu de ce qu'on fait, à savoir la fonction que nos travaux, nos recherches, nos propositions peuvent avoir sur cette question du débat public. Et comme par hasard, c'est vous qui rappelez ça de l'extérieur, et c'est vous aussi qui rappelez les questions de parité et de diversité. Et merci, parce que le nez dans les phares, les lapins que nous sommes, avions perdu ça de vue aujourd'hui. Merci. Mais l'aveuglement est partagé. Enfin, je l'ai vécu aussi. Donc, voilà, je l'ai dit et avoué publiquement, mais aujourd'hui, je peux confesser quand même devant vous, vous ne le direz pas à d'autres, mais la lecture de ce qu'on appelle les collapsologues, par exemple, c'est vraiment une claque puissante.
dont on se remet quand même. Enfin, je pense que ce n'est pas du tout une paralysie, ça met en mouvement, mais le premier moment est un moment de sidération. Et puis, donc, il se trouve que par ailleurs, je fais des cours sur les questions de genre, de sexualité, etc. Donc, et là, je lis une publication, enfin, des publications extrêmement riches et denses, et je trouve que là, on a affaire à une réflexion qui peut redonner un souffle aux démocraties qui sont complètement en panne aujourd'hui, en partant des expériences de ces groupes dominés, en fait. Et donc, bien sûr, les questions intersectionnelles dont on dit pique-pendre sont, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a entendu maintenant autour de mon institut, sont des questions, au contraire, extrêmement riches, parce que ça montre bien qu'il y a des choses que l'on ne voit pas, que l'on voit mal, et qu'il faut entendre. Il ne s'agit pas de dire, bien sûr, que il faut considérer les individus que par une essence autre que celle du genre, par exemple, mais qu'il faut bien croiser tout cela, et on voit comment les expériences vécues, si elles sont attestées, enquêtées, peuvent permettre aux démocraties d'avancer un peu plus vers la réalisation de ce qu'elles ont affiché comme objectif depuis longtemps. C'est aussi, alors je vous le dis franchement, je dis pas mal de choses sur les questions politiques, sociales du moment. Je suis frappé par la présence régulière de propos qui disent les démocraties n'ayant pas atteint les objectifs qu'elles ont affichés suscitent contre elles une haine, un ressentiment, comme le dit Cynthia Fleury, notamment, voilà, une auteure aussi que je trouve extrêmement intéressante, qui parle de ce ressentiment. Qui est assez inquiétant et dont on voit des traces parfois. Alors quand on a vécu des moments de harcèlement comme récemment dans mon institut, on se rend compte à quel point il y a du ressentiment dans la société française. Alors un peu démultiplié par les réseaux sociaux, mais pas complètement artificiel non plus. Et donc voilà, la question qui est posée, c'est est-ce que les milieux culturels, et je m'y associe quand même beaucoup parce que j'ai fait ma vie autour de ces milieux, qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce que l'on porte comme, pour reprendre vos mots, comme responsabilité dans ce contexte-là. On a commencé en plombant, on finit en plombant, c'est assez cohérent ces journées. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou questions? Ou est-ce qu'on se dit tous à demain? Demain, on travaille sur la question des territoires. Donc, voilà, je trouve que Philippe fait bien le lien aussi avec la thématique. Donc, pour ceux qui peuvent revenir demain, vous êtes les bienvenus à partir de 9h. Avec donc 2 intervenantes, Valérie Joussaume, qui est géographe de la ruralité, et Brigitte Pasquelin, qui est économiste et qui travaille beaucoup sur les questions d'économie, de la fonctionnalité et de la coopération. Donc, c'est tous les nouveaux modèles économiques dont on pourrait aussi peut-être s'inspirer dans le secteur culturel. Et puis Christian Ruby sera là également dans l'après-midi sur la question des publics. Et là, je crois que d'après ce que me dit Stéphane, son propos peut être assez décapant aussi. Voilà. Est-ce qu'on clôture? Eh bien, merci beaucoup. Bonne soirée.